Haïti est vraiment au bord du gouffre. Alors pour bien comprendre comment on en est arrivé là, comment une nation a pu sombrer dans une crise pareille, eh bien on va se plonger ensemble dans l'anatomie de cet effondrement. Pour ça, on s'appuie sur les analyses de Sandy Larose, qui a beaucoup travaillé sur le rôle des gangs et la sécurité communautaire. Alors, pour commencer, un chiffre. Un seul chiffre, mais il donne le vertige. 80%. Aujourd'hui, 80% de la capitale, Port-au-Prince, est contrôlée par des gangs armés. Ce n'est pas une statistique abstraite, c'est la réalité de tous les jours pour les habitants de la plus grande ville du pays. Et bien sûr, derrière ce chiffre, il y a des conséquences humaines. Elles sont immenses. Cette violence, elle a ajouté sur les routes plus de 700 000 personnes, forcées de fuir leur maison. Et le pire dans tout ça, plus de la moitié sont des enfants. Alors voilà, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'on en arrive là? Pour trouver une réponse, il faut creuser un peu, regarder au-delà de la surface, au-delà des gangs. Et la première chose à comprendre, c'est que pour que les gangs montent en puissance, il a fallu autre chose, l'effondrement de l'État. C'est vraiment ça, le point de départ. La nature a horreur du vide. Et c'est dans ce vide de pouvoir que la crise a pu s'enraciner. Il y a un concept clé ici, c'est celui de la sécurité communautaire. Ce n'est pas juste l'absence de crime, c'est tout un écosystème qui fait qu'une société fonctionne, que les gens se sentent protégés. En principe, c'est une responsabilité collective, partagée. Mais en Haïti, cette responsabilité, eh bien, elle n'est plus assumée par personne. Regardez, pour que ça marche, la sécurité communautaire, il faut que plein d'acteurs jouent leur rôle. Les organisations locales, la population et bien sûr, au centre de tout, l'État. C'est comme un engrenage. Mais que se passe-t-il quand la pièce principale, l'État, se volatilise? Eh bien, tout le mécanisme s'enraye. Le vide aspire tout et c'est toute la structure qui s'écroule. Cette phrase, c'est le chacun pour soi, sinon on serait tous déjà morts. Elle vient d'un habitant de la Saline. Franchement, ça résume tout. C'est le sentiment d'abandon total. Quand il n'y a plus d'État, la survie, c'est une affaire personnelle, une lutte de chaque instant. Et ce vide, évidemment, il n'est pas resté vide très longtemps. Les groupes armés ont sauté sur l'occasion, ils s'y sont engouffrés pour créer une espèce d'autorité parallèle, un État fantôme, mais une version complètement tordue. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment complexe. Parce que ces gangs, ils ne sont pas juste des criminels, ils jouent un double jeu. D'un côté, ils sont fournisseurs, ils distribuent de la nourriture, de l'argent, ils offrent une sorte de sécurité. Et de l'autre, ce sont des prédateurs. Enlèvement, meurtre, extorsion. Imaginez la situation pour les habitants. Ils sont pris au piège, à la fois protégés et terrorisés par la même entité. Ce témoignage d'un ancien membre de gang de 21 ans est éclairant. L'État n'accompagne personne, il revient à chaque citoyen de s'assurer de sa propre survie. Voilà, ça nous montre la logique implacable derrière tout ça. Rejoindre un gang, ce n'est pas vu comme un choix moral, mais comme une pure question de survie. Pour vraiment saisir l'ampleur du désastre, prenons l'exemple de Martissan. Avant, c'était un quartier chic, glamour même, qui attirait les stars de Hollywood. Aujourd'hui, c'est un champ de bataille entre gangs rivaux. Cette chute vertigineuse, c'est le symbole de tout un pays. Et au cœur de cette tragédie, il y a la jeunesse, une génération entière prise dans la tourmente. Et c'est ça le paradoxe terrible. Ils sont à la fois les acteurs de cette violence et ses toutes premières victimes. Regardez ce chiffre, il est essentiel. 57% de la population haïtienne a moins de 24 ans. C'est plus de la moitié. Ça veut dire que la crise d'aujourd'hui, elle n'hypothèque pas seulement le présent, elle est en train de forger, de déformer l'avenir même du pays. Et ça nous amène à la psychologie. L'adolescence, c'est ce moment crucial où on cherche des modèles, un sentiment d'appartenance, on cherche à savoir qui on est. Mais quand les modèles positifs, les profs, les leaders communautaires ont disparu, qui prend leur place? Les chefs de gang. Ils deviennent les figures de référence, ceux qui offrent un statut, un pouvoir, une famille. Écoutez bien ça. C'est un jeune de 18 ans de Martissan qui parle. La nécessité de défendre ma zone s'est imposée, j'ai pris les armes sans hésitation. C'est glaçant. On voit le cheminement, presque mécanique, le besoin de se défendre, qui mène directement à la prise des armes. Et la violence, elle atteint des niveaux d'horreur difficilement imaginables. Ce témoignage d'un travailleur humanitaire le dit crûment, lors des conflits, les corps de femmes sont utilisés comme champ de bataille, un espace pour démontrer la cruauté. Il faut bien comprendre, la violence sexuelle ici n'est pas un débordement, c'est une arme, une stratégie pour terroriser, pour humilier, pour asseoir son pouvoir. Mais, et c'est important, face à tout ça, les gens ne sont pas juste des victimes passives, ils se battent. Alors voyons un peu comment les communautés tentent, malgré tout, de s'organiser pour survivre. Et leur organisation, elle est très concrète. On érige des barricades pour bloquer l'accès aux rues,
On forme des patrouilles citoyennes, souvent des jeunes, pour surveiller le quartier. On met même en place des checkpoints pour contrôler qui entre et qui sort. C'est de l'autodéfense. C'est la preuve d'une résilience incroyable. Mais cette résilience, elle se fracasse entre un mur. Et ce mur, c'est ce que décrit ce policier communautaire. L'insécurité profite aux nantis de ce pays. Tout le monde en profite, mais le peuple est le grand perdant. C'est terrible ce qu'il dit. Ça signifie que le chaos n'est pas qu'un accident. Pour certains, c'est un business. Et ça montre le manque total de volonté politique pour que ça s'arrête. Alors, la question c'est et maintenant? Pour y répondre, il faut aller encore plus loin, à la racine même du problème. Qu'est-ce qui alimente encore et encore ce cycle infernal de violence? Et la racine, la voilà. Ce n'est pas un chaos spontané, c'est souvent un chaos organisé. Les recherches le montrent, ce sont bien souvent les élites politiques et économiques qui créent et arment ces gangs. Pourquoi? Pour réprimer les manifestations, pour contrôler les élections, pour protéger leurs intérêts. C'est un système. Des sanctions internationales ont bien visé certaines de ces personnes, mais le système, lui, est toujours en place. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse. Quand l'État n'est pas juste absent, mais qu'il est complice du chaos, est-ce qu'une communauté, toute seule, peut vraiment se sauver? Toute la résilience du monde, est-ce que ça peut suffire face à un système pareil? C'est une question qui reste ouverte et qui, au fond, nous interroge tous.